Merci d'être avec nous, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Toujours la crise à la FESI, vous le savez, hier il y a eu un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il s'agissait simplement pour les occupants illégaux des chambres de bien vouloir les libérer. Bonsoir et bienvenue, on en parle maintenant dans le grand talk qui démarre. D'être avec nous. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver chaque soir, ici même sur ce plateau du Grand Talk. Herman Aboua est encore là. Bonsoir Herman. Bonsoir. Élisée Boloubeu, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Marius Komoé, merci d'être là, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Nous sommes toujours dans l'affaire FESI, vous le savez, hier et avant-hier, nous en parlons. Aujourd'hui, encore, on remet une couche, simplement parce que, justement, grâce à l'instruction, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a demandé, dans un communiqué, repris encore dans un autre communiqué avec des détails que nous aurons sur ce plateau, aux étudiants occupant les cités universitaires, de façon illégale, de bien vouloir les libérer. En guise donc de démarrage de cette opération, dès ce jeudi, aujourd'hui même 12 h, il était donc demandé aux agents du CROU A1 et des forces de l'ordre qui devaient veiller à l'application effective de ces décisions dans les cités du campus de Cocody. Herman Aboua, faisons un point sur la question. Moi, je pense qu'en 48 heures, en 24 heures, après ce qui s'est passé, il y a eu deux communiqués. Ça, c'est le premier. Deux communiqués du ministère de l'Enseignement supérieur. D'abord, le premier qui a invité, sur le coup de 12 h aujourd'hui à midi, tous les résidents des chambres universitaires, dans les cités universitaires, qui occupent de façon illégale les chambres à quitter les lieux. Et finalement, aujourd'hui, au courant de la journée, il y a eu un autre communiqué qui donne un délai de 72 heures. Jusqu'au samedi matin. Jusqu'au samedi matin. Moi, je pense que... Comment est-ce que vous analysez maintenant tout ceci? Maintenant, quand je vois ça, je pense que vous me voyez deux communiqués en 24 heures. On sent quand même un peu de la précipitation, de l'empressement. Moi, je pense aussi un peu de zèle. Wow. C'est vrai que la crise qu'il y a aujourd'hui... c'est un dossier carrément judiciaire. Donc, comme on le dit toujours, il y a eu un assassinat, d'eux-mêmes, il y a eu des instructions qui sont en cours, il y a des enquêtes qui sont menées. C'est vrai qu'il faut assainir le milieu estudiantin, donc la vie sur les campus, mais ce n'est pas les réalités des étudiants sur les campus, ce n'est pas à l'occasion, en faveur, ou bien sur le coup de ces assassinats-là, que ces problèmes-là sont là. Ces problèmes-là demeuraient. Où était le ministre de l'Enseignement supérieur ou bien le ministère de l'Enseignement supérieur sur les questions des chambres illégales qui aujourd'hui, en fait, pour lesquelles on prend des mesures? C'était des questions qui étaient là. De toujours, les étudiants, on sait que dans les résidences universitaires, il y a des occupations de façon illégale de chambres. Pourquoi est-ce que le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est sur la question des meurtres là, qui prend pour régler, finalement, son problème. C'est pas un prétexte justement pour régler la question du désordre. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on sent un empressement, peut-être que c'était déjà prévu. Mais au-delà de cela, vous savez que quand on parle de chambres illégales, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, c'est vrai que par la FESI et autres, la FESI occupe souvent des chambres de façon illégale qu'elle donne à certaines personnes, ou bien sous à certaines personnes, on en a parlé ici. Mais en même temps, il y a même les responsables des résidences universitaires, des responsables du CROU, qui ont eu un business sur les chambres. Le CROU qui est en charge justement en charge de la gestion de ces chambres, de sorte que ce soit les étudiants qui les occupent. Et il y a que des étudiants qui ne pouvaient pas avoir l'occasion dans la commission régulière d'attribution des chambres, malgré le fait de leur profil d'étudiants qui pouvaient avoir ces chambres-là, qui n'avaient pas de ces chambres-là, qui sont allés. Puisque le système est là, le système il est pourri, mais il est là. Le système dit, le partage des chambres, c'est la FESI et le CROU. La FESI et le CROU, donc qui passent, ces étudiants qui sont passés par ces mécanismes, par ces voies-là, pour pouvoir obtenir leur chambre. Mais ces étudiants-là, c'est vrai que les chambres qu'ils occupent, ce sont des chambres illégales, de façon illégale, mais est-ce que c'est comment on appelle, c'est de leur faute? Donc l'aspect social, moi je pense qu'il faut voir. Aujourd'hui, ces étudiants qu'on met à la rue, n'empêche qu'il y a certains qui sont à Boissou, il y a certains qui ont leurs parents carrément à Bois-Fléau et autres.
on les met à la rue. C'est vrai qu'ils sont dans les chambres illégales. Il faut trouver une formule pour que si ces personnes-là rentrent dans le profil pour avoir des chambres et qu'on le leur attribue. Très bien. Daouda, alors il y avait un projet de réhabilitation déjà des cités. Est-ce que cette occasion ne donne pas la capacité au gouvernement d'aller peut-être sur ce projet-là? Ensuite, j'aimerais que vous puissiez réagir sur le point des étudiants, l'aspect social de cette crise, de ceux qui sont illégaux, mais vraiment étudiants qui sont des UFR. Comment est-ce qu'on pourrait éviter justement avoir une crise dans une crise? Merci beaucoup, Christelle. En fait, en vérité, il faut dire que la question de la réhabilitation des cités universitaires, ça ne date pas de maintenant. C'est cela. Le ministre Diawara avait déjà lancé des réformes au niveau académique, des curricula et autres. Et même, il était en train de lancer des réformes au niveau des résidences universitaires qui devaient être réhabilitées. C'est cela. Et il y avait un accord, plus ou moins, qui avait été trouvé entre le ministère et le syndicat des étudiants, la FESI, qui avait été trouvé. Et en son temps, M. Cheikh Kambou déjà avait donné son accord de principe pour que les étudiants quittent, qu'on appelle ça, les résidences universitaires à temps voulu. Cheikh Kambou, donc le secrétaire général. Oui, le secrétaire général de la FESI qui est aux arrêts actuellement en garde à vue. Oui, tout à fait. Maintenant, l'un mis dans l'autre. Moi, j'estime pour ma part que la décision qui a été prise par le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est une bonne décision. On a eu 2 communiqués, Daouda. Même s'il y a 10 communiqués, je trouve que c'est une bonne décision. Pourquoi est-ce que je dis cela? Allez-y. Déjà, sur le campus, il vous souviendra que lorsque la police criminelle était en train de faire ses investigations, ce n'est pas des cahiers et des stylos qui ont été retrouvés là-bas, mais ce sont des machettes, des gourdins et des gris-gris qui ont été retrouvés au campus. Il faut le dire, il faut dire les choses clairement. Donc aujourd'hui, au travers de ce chaos-là qui est installé aujourd'hui au campus de Cocody, est-ce que la sécurité des étudiants n'est pas mise à rude épreuve? Première chose. N'oublions pas qu'il y a une enquête criminelle qui est en cours. C'est ça. Voilà. Et donc, le ministère veut prendre ses responsabilités vis-à-vis de cette situation-là pour laisser les choses se passer normalement. Parce que ici, on nous dit qu'il y a des gens qui ne sont pas étudiants, qui occupent des chambres de façon illégale, mais on sait aussi qu'il y a des machettes et des gourdins qui ont été retrouvés. Autant libérer ces chambres-là pour essayer de voir clair dans toute cette situation. Maintenant, là où je peux être en accord avec toi, c'est que je trouve qu'il y a un manque de responsabilité du crew à Abidjan. Pourquoi est-ce que je dis cela? Est-ce que c'est maintenant que le crew sait qu'il y a des gens qui occupaient des chambres illégalement? De façon illégale. Donc, pour ma part, j'ai comme l'impression qu'il y a une forme de couardise qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'on profite du chaos généralisé pour régler une situation. Pour régler ces problèmes. Et je pense que c'est ce qui est normal. Maintenant, vous pensez que, parce que la FESI, ne nous voilons pas la face, elle faisait la pluie et le beau temps. On a vu, hier, Élysée est parti il n'y a pas eu de même mort. Il y a des enseignants qui ont été tabassés, il y a des étudiants qui ont été tabassés. Donc, ils faisaient tout et n'importe quoi en même temps au campus. Maintenant, les cas sociaux dont vous parlez, franchement, moi, je me dis, il faut pouvoir régler les problèmes au cas par cas. C'est vrai, on dira aux gens qui sont dans les chambres de façon illégale de sortie, mais après, les décisions peuvent être traitées au cas par cas, chacun viendra. Et puis, dans tous les cas, je pense que les réadmissions, en même temps que les gens vont partir, il y aura des réadmissions. Donc, si vous estimez que vous êtes un étudiant régulièrement inscrit à l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody ou bien n'importe où en Côte d'Ivoire, et que vous méritez d'avoir une chambre, faites votre réadmission. Et puis bon, ceux qui savent que leurs parents sont à Valaré, même à Tougbo ou à Kafolo, on pourra régler leur cas au cas par cas. Marius Komboé, au-delà de la situation, vous allez réagir, mais est-ce que le partage de ces chambres-là ne date pas d'aujourd'hui, hein? Non, la gestion commune, j'allais dire ainsi, je peux me tromper, vous allez me corriger. La gestion commune des chambres par la FESI, le CROU, enfin bref, cela viendrait-il d'un accord déjà tacite entre les deux parties? Cela viendrait d'où, Marius Komboé? D'un accord tacite entre le CROU, qui était d'ailleurs à l'époque le CNU, oui, tout à fait. Le Centre national universitaire, des œuvres universitaires, qui, à la suite d'une réforme institutionnelle, est passé à centre régional universitaire. Et donc aujourd'hui,
le CROU a quand même une part de responsabilité, sinon une grande part de responsabilité dans tout ce désordre que nous constatons avec la présence de personnes qui ne sont pas étudiantes, mais qui vivent sur les cités universitaires. Pour vous répondre très franchement, prenez par exemple le cas de la cité universitaire d'Abobo 1 et d'Abobo 2, qui ont été rénovées tout récemment. Mais ça n'a même pas été, les chambres n'ont même pas été officiellement attribuées par le CROU, mais c'était déjà habité par une multitude de personnes. Mais on ne connaît même pas ces gens-là. On ne sait même pas qui les a logés là-bas. Mais vous passez dans la zone de Sojefia à Bobo, vous trouverez que des gens sont déjà dans ces chambres. Mais qui les a mis là-bas, on ne le sait pas. Bon, qui devait réagir? Mais le CROU, c'est le CROU qui gère. Mais c'est le CROU qui gère, justement, les cités universitaires. Il revient au CROU, c'est le CROU qui attribue les chambres. Et Herman le disait, Daouda l'a soutenu. Quand vous allez, il y a une commission qui siège au sein du CROU. Et dans cette commission, vous avez les organisations syndicales d'étudiants, la FESI, l'AGESI, et toutes les organisations, toutes ces organisations sont représentées. Et le CROU attribue à ces organisations un quota de chambres. C'est cela. Bon, à l'époque, c'était pour régler véritablement le cas d'étudiants en situation difficile. Mais plus tard, longtemps plus tard, cette initiative a été balayée du revers de la main par les responsables syndicaux et désormais, c'est devenu une tribune. À l'époque, c'était quand, Marius, comme moi? Eh bien, dès les premières heures de la création, dans les années 97 jusqu'en 2000, c'était vraiment pour régler les questions d'étudiants qui n'avaient pas de parents, qui n'avaient aucune porte d'ouverture. Qu'on devait aider. Qu'on voulait aider. C'était vraiment pour eux que les organisations syndicales se battaient pour avoir des chambres qu'on leur attribuait. Mais plus tard, c'est devenu désormais une tribune qui leur permet de se faire de l'argent. Ils prennent des chambres, ils n'attribuent pas aux étudiants qui en ont vraiment besoin, qui sont dans des situations, des cas difficiles, et ils vendent les chambres à des tiers. Bon, c'est devenu maintenant... Étudiants ou pas, les tiers, étudiants ou pas. Et surtout même pas des étudiants. Vous allez dans les cités universitaires, vous avez des commerçantes qui occupent des chambres. Waouh. Ah ben oui. Il y a des gens qui ont des Range Rover même. Des fonctionnaires qui occupent des chambres. C'est inacceptable. Au vu, au su de tous. Mais bien entendu. Et puis ça ne va nulle part. Très bien. Élisée Boloubeu, hier, vous avez même fini l'émission en prière. En nous disant qu'il fallait briser l'esprit. Daouda s'était trompé en disant c'est un esprit. Élisée a dit on va le briser cet esprit-là par la prière. Mais plus sérieusement, aujourd'hui, avec la décision du ministère qui a produit 2 communiqués, Herman parlait un peu de précipitation. Bon, l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, il faut toujours se corriger. Il y a eu un communiqué. Après, sûrement, ils ont évalué la situation et ils ont produit un autre communiqué donnant la capacité aux étudiants de sortir jusqu'au samedi. Au total, que pensez-vous de cette décision-là, Élisée Boloubeu? OK. Moi, ma position sur cette question, elle est la suivante. J'estime pour ma part que vu qu'actuellement, il y a une instruction judiciaire qui est en cours et qui certainement nécessitera des investigations sur le campus universitaire et certainement, comme je le dis, des descentes régulières des forces de police qui sont dans l'enquête, prendre une décision actuellement de faire partie ceux qui occupent illégalement les chambres, pour moi, est dangereuse. Cette décision est dangereuse parce qu'elle peut être une opportunité pour des éventuels complices ou des gens dont l'enquête, voilà, certainement va amener sur des pistes de se faufiler dans ce processus et partir. Ça n'a pas été bien pensé, à mon avis, de prendre une décision pareille. Oui, parce que les gens vont se précipiter justement pour s'échapper, pour filer entre les mailles, alors qu'on aurait dû les laisser là, même s'ils veulent fuir. Mais ils ne pourront pas faire un déménagement massif comme ça sans que personne ne les voie. Mais aujourd'hui, dans un processus où tous ceux qui ne sont pas logés de façon légale partent. Mais si moi je ramasse tout ce qui peut être pour moi des pièces à conviction, c'est normal. Tout le monde me voit déménager, je déménage comme tout le monde. Donc je pense que la décision n'a pas été opportune. On aurait dû attendre de voir l'instruction se poursuivre à un certain moment. Et puis en plus, on vient juste de démarrer l'année universitaire. Voilà, donc c'est maintenant qu'on est en train de reprendre. Bon, si vous mettez des gens à la rue aujourd'hui, ils font comment dès l'instant qu'on est en pleine rentrée universitaire? Il y a un problème. Aussi, comme les uns et les autres l'ont dit, il faut voir les catégorisations des personnes qui occupent illégalement les chambres. Marius l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai, il y a des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la vie universitaire, qui sont dans les résidences universitaires, c'est-à-dire des fonctionnaires,
des gens qui exercent des métiers informels, tout ça, qui sont logés dans les cités universitaires. Moi, je ne vais pas cacher, aussi bien du fait de la FESI, aujourd'hui, qui a le dos large, mais également de certains acteurs du CROU, qui sont en complicité avec la FESI pour pouvoir faire ça. Donc, justement, ça, c'est une réalité. On reviendra sur le CROU, justement. Oui, on continue. Oui. Continue. Et il y a une autre catégorie qui, eux, sont effectivement des étudiants, mais qui n'ont pas pu obtenir légalement une chambre. Donc, qui ont sollicité le recours soit de la FESI, ou bien du CROU, ou de certains acteurs du CROU, ou bien de certaines organisations, pour rester en cité universitaire. Donc, je pense que ces différents cas de figure-là doivent amener à prendre une décision au cas par cas, mais pas une décision collégiale et globale. C'est-à-dire quoi? Je pense que le CROU aurait été plus tacite, ou je dirais... Le ministère, plutôt. Le ministère de l'Enseignement supérieur aurait pu être beaucoup plus subtil, en disant, par exemple, qu'on appelle les étudiants qui occupent illégalement les chambres à légaliser ces chambres. Ça aurait été pour vous la meilleure option. Mais puisqu'ils ces étudiants qui sont là, ils ne donnent pas au gratuit. Ils payent à quelqu'un, soit au CROU, à certains acteurs du CROU, soit à la FESI. Donc, ils payent forcément les chambres. Alors qu'aujourd'hui, le CROU, même s'il te loge, tu payes, ce n'est pas gratuit. Voilà, donc on aurait pu leur dire, rentrer dans un processus d'officialisation, de légalisation de votre occupation de la chambre. C'est quelque chose, là, ça les laisse là, ils sont plus sereins. Ils dépenseront même beaucoup moins que ce qu'ils payent d'habitude, parce qu'avec la FESI, vous payez 4 fois, voire 5 fois ce que vous payez au CROU. Et cela permettrait peut-être à ceux qui étaient leurs études. Les illégaux allaient justement se retirer. Et puis ceux qui occupent de façon illégale les chambres, comme je l'ai dit, ceux qui travaillent, qui sont dans les métiers et autres, tout ça, qui n'ont rien à voir avec le monde universitaire, ça leur permet de les extirper. Et pour moi, c'était vraiment la mesure la plus indiquée qui allait nous permettre de trouver une solution qui soit plus idoine. Mais si aujourd'hui, venir demander à des gens de sortir, comme je le dis, on risque, sans nous en rendre compte, dans cette décision-là, d'impacter négativement l'enquête qui est diligentée actuellement. Je mentionnais justement, Marius, comme un instant, la crise dans la crise. On risquerait assurément, avec ces décisions, si on ne calibre pas, d'avoir une crise dans la crise. Élysée l'a mentionné. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le coût, hein, parce qu'aujourd'hui, évidemment, tout fait ci, mais en même temps, la gestion des chambres, comme vous l'avez dit, a été partagée. Est-ce que, Herman, je reviens sur la question que j'avais posée à Marius Komoré, est-ce que la décision, ou cette décision de se partager les chambres, viendrait-elle d'une décision officielle? Ça viendrait d'où, justement? Vous savez, lorsqu'on repart 17 ans en arrière, encore hier, je l'ai cité, personnel, le professeur Francis Vaudier, lorsqu'il avait le ministère de l'Enseignement supérieur, il avait fait une large consultation, un séminaire avec toutes les organisations, tous les acteurs du monde universitaire, de l'enseignement supérieur. Francis Vaudier, très bien. Sous Bédier. Et en ce moment-là, ils avaient prévu discuter avec tous les syndicats, puis tous les mouvements étaient là, même les associations. Tout à l'heure, il parlait de l'AMC. Donc même les organisations d'étudiants confessionnels étaient associées à cela. Donc l'AMC, la GEC et autres. Donc dans la commission d'attribution des résidences des chambres universitaires, c'était prévu que Marius l'a expliqué un peu, chaque organisation ait quand même un quota. Donc c'était fait. Donc ce qui est fait est normal. Ce qui était normal, puisqu'ils avaient prévu cela parce qu'ils étaient quand même des acteurs du monde universitaire. Défense des droits des étudiants, voilà. Donc on a prévu ça. La GEC avait son quota, les étudiants méthodistes, mais les étudiants musulmans. Tout le monde avait cela, même les personnes en situation de handicap. Donc, quand c'est arrivé ainsi, c'est ce que Marius a dit plus tard, lorsque ça se faisait ainsi, c'était pour donner vraiment des cas sociaux, comme quand la FESI prend, donc ça a des cas sociaux de nos militants qui n'ont pas de problème. Mais après, les gens ont commencé à commercialiser ces organisations. Alors justement, à ce point-ci, lorsqu'on commence à commercialiser ce qui n'est pas ou qui ne serait pas dans l'accord, que devrait faire justement l'autorité qui chapeaute? Mais justement, c'est le CROU qui devait faire en sorte de s'assurer que les étudiants pour qui les organisations viennent se battre pour avoir les chambres, devaient s'assurer que ces étudiants-là, on leur a attribué des chambres et à des étudiants. Mais finalement, le CROU est resté aussi dans le système. Je vous dis, il y a les directeurs de cités universitaires qui ont leur quota de gestion de chambres, pendant que des étudiants attendent. Souvent, il y a des étudiants qui sont affectés dans leur résidence universitaire, mais qui n'ont pas droit à leur chambre. Parce que le gars du CROU, lui, il attend comment on peut faire un business, louer, mettre en location. Et ça, on a les preuves de cela. Mais oui, mais c'est à foison.
Je veux dire, c'est pas... Les étudiants, même actuellement, je parie qu'ils sont en train de nous applaudir ici parce qu'on parle vraiment de leurs problèmes. Très bien. J'ajoute quelque chose. D'ailleurs, oui. dites-moi, quand vous avez des groupes d'étudiants qui disent défendre les intérêts de leur corporation, à qui on attribue, par exemple, 10 chambres annuellement, si chaque année, on leur attribue 10 chambres, en 5 ans, vous voyez combien de chambres ils disposent. C'est chaque année qu'on leur attribue. C'est-à-dire chaque fois que l'année universitaire démarre, lorsque la commission d'hébergement se réunit au niveau du CRU, on leur attribue. Et ça, comme Herman l'a dit... Là, je vais rectifier. Rapidement, Herman, pour que Daouda puisse prendre la parole. Chaque année, lorsque la commission siège, c'est le même nombre de chambres. En fait, en réalité, l'effectif qu'on a, la capacité que les résidences ont, qu'on le met. Donc, par exemple. Non, chaque année, quand on leur donne 10 chambres, c'est les mêmes 10 chambres-là. Très bien, merci. C'est pas que ça s'accumule. Merci beaucoup. Alors, Daouda, justement, Herman nous a fait un peu l'historique de la gestion commune. Je préfère aller là-dessus. Aujourd'hui, on parle de Élisée l'a dit, on va donc réattribuer ces chambres-là. Est-ce que les organisations, on demande à la FESI de faire son mea culpa, il n'y a pas que la FESI apparemment dans cette affaire. Est-ce que le CRU ne pourrait pas également faire son mea culpa? Et qui pourrait justement gérer la question des réattributions? Est-ce le CRU, est-ce qu'il y aura un système? Comment ça va se passer justement? Non, mais les attributions des chambres en résidence universitaire ont été toujours gérées par le CRU, pas par quelqu'un d'autre. Voilà. En fait, ici, dans la question des résidences universitaires, il y a véritablement... c'est une question de responsabilité partagée dans l'histoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la FESI est en train fait face à un chaos. C'est ça. La FESI a le dos large et le ventre très profond actuellement, mais le CRU aussi a sa part de responsabilité. C'est pourquoi je disais dès l'entame de mes propos qu'il y a comme une forme d'irresponsabilité au niveau du CRU. Parce que vous faites semblant de ne pas savoir que des gens à l'université n'étaient pas étudiants, mais ils vivaient. C'est un fait. Et moi, ce qui me choque dans l'affaire, c'est que des gens qui n'ont jamais eu des terrains quelque part sont devenus propriétaires des maisons à Abidjan. C'est surprenant. Et le drame, tu parlais des quotas des chambres. Mais à la décharge de la FESI, à la décharge de la FESI, elle au moins, elle avait le mérite de dire à ses militants qui sont, comment on appelle ça, étudiants régulièrement inscrits, elle peut aller demander des attributions de chambres pour avoir des chambres. C'est légal. Mais après, elle va récupérer ces chambres-là par devers elle, ce qui est normal. Quand il dit ce qui est normal, elle le fait dans son association. Non, je suis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. On comprend ta norme. Tu comprends? On comprend ta norme. Voilà. Donc, on a compris. Merci voilà, beaucoup. la tribune d'opportunité d'affaires. Je pense qu'aujourd'hui, quand le ministre de l'Enseignement supérieur essaie de mettre de l'ordre dans tout ça, l'un mis dans l'autre, ce n'est pas mauvais. Mais, comme vous avez dit, l'opportunité, le moment, c'est un peu peut-être mal choisi. Peut-être que ça va empiéter la poursuite de l'enquête. Mais une chose est certaine, en tout cas, disons bravo au ministre de l'Enseignement supérieur, même si le CRU, dans cette affaire-là, doit nous donner sa part de vérité. Et on attend le DG du CRU, s'il peut venir. Très bien. Merci beaucoup, Daouda, justement, pour l'appel lancé au directeur général du CRU. Dans tous les cas, cette affaire FESI, on la suivra de bout en bout, justement, pour voir comment est-ce qu'elle finira. On espère, en tout cas, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, dans la paix et dans la sérénité. Alors, messieurs, chers téléspectateurs, elle l'a dit, le nom Gbagbo, je le porte et je le porterai. Simone Yves Gbagbo, ancienne première dame de Côte d'Ivoire et présidente du mouvement des générations capables, a finalement pris la parole concernant l'interdiction de porter le nom de son ex-mari. Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien et leader du PPACI. Des gens m'appelleront Gbagbo, des gens me connaissent dans le monde entier par ce nom. Ce n'est pas un problème pour moi. Appelez-moi comme vous voulez. Le nom Gbagbo, je le porte et je le porterai. Élisée Boloube. Comment est-ce que vous réagissez justement à cette annonce choc? Moi, je pense, pour être honnête avec vous, ce débat, même le mettre dans le domaine public, moi, me gêne. C'est quelque chose qui ne devait même pas arriver dans le domaine public, honnêtement. Et moi, je l'impute, comme je l'ai dit la dernière fois, au communiqué, pour moi, inopportun, inapproprié, inélégant du PPACI, quand ils ont fait ce communiqué pour dire que Mme Gbagbo ne doit pas porter le nom Gbagbo. Pour moi, vraiment, franchement, excusez-moi du thème, mais je le répète encore, c'était inopportun, inélégant. Il n'y a pas de mots, en fait. Mais comme le débat s'est invité dans la place publique, on va en parler un peu. Mais Mme Gbagbo est dans son droit, totalement dans son droit, ce qu'elle dit. Mais puisque la loi, que dit la loi? La loi vous dit, quand vous êtes
divorcez, quand le divorce est prononcé, C'est cela. vous pouvez garder le nom à la demande, à votre demande. Bien évidemment, si vous faites la demande au juge et que le juge trouve recevable les motivations qui accompagnent votre demande, le juge peut ordonner que vous gardez le nom, même si le mari est contre. Donc je suppose aujourd'hui que Mme Gbagbo, en disant qu'elle garde le nom, et puis elle a expliqué des motivations qui, en mon sens, tiennent. Voilà, elle est connue par ce nom à travers le monde. Et ce nom-là, elle a assumé les conséquences à travers ce nom d'ailleurs, tout ce qu'elle a vécu aussi. Parce que c'est bien beau de dire aujourd'hui ne porte pas le nom. Mais quand on l'appelait Mme Simone Gbagbo, à cause de Mme Simone Gbagbo, elle subissait ce qu'elle a subi. Il n'y a pas quelqu'un qui lui disait non, enlève le nom et puis subis ça au nom des IV. Donc ça aussi, ça tient la route. Et quand elle dit ça, je pense qu'elle est vraiment dans son droit. Et aujourd'hui, j'estime que implicitement, le disant comme ça, elle a dû, je dis bien, j'estime implicitement qu'en le disant comme ça, elle a dû effectivement recourir auprès des tribunaux pour demander à conserver ça en motivant justement la raison pour laquelle elle voulait que ça reste. Très bien. Alors, Herman Abouar, quel est votre regard? Il faut dire que c'est à l'occasion justement d'une interview qu'elle a donnée à un de nos confrères, les grandes rencontres de Joël Etienne, où justement l'ex-première dame s'est exprimée sur la question. Mais quand on regarde la vidéo complète, qui fait le buzz, Dr Simone Yves Gbagbo ne refuse pas de céder le patronyme Gbagbo. Elle cède, elle admet qu'après avoir porté pendant plusieurs décennies le nom, et puis qu'elle ait fait plusieurs armes avec ce nom, les habitudes restent. Donc les gens vont s'habituer certainement en fonction d'eux, mais elle ne peut pas interdire aux gens de l'appeler Simone Yves. Mais en même temps, dans le communiqué du PPACI, ils ont été très précis. Hein. Oui, mais je veux dire qu'elle n'est pas en conflit avec le PPACI. Aujourd'hui, c'est une affaire judiciaire. C'est M. Laurent Gbagbo lui-même qui a demandé le divorce, qui a apporté leur histoire de couple devant des juridictions. Moi, je suis un peu gêné parce qu'il s'agit de leur vie privée. À la limite, si M. Laurent Gbagbo n'est pas d'accord que son ancienne épouse continue de porter son patronyme, Gbagbo, il peut encore rester en justice au fin d'avoir ce que la justice va finalement arrêter par rapport à cela. Elle, pour l'heure, elle n'a pas une injonction de la justice lui interdisant de le faire. Donc, elle le fait du moment où elle n'est pas dans la tête des gens. C'est pas elle qui a dit à nos confrères de France 24 ou de TV5, ou même ici, on l'appelle régulièrement Simone Gbagbo, c'est pas elle qui nous le dit. Donc, comment est-ce qu'elle peut faire cette police-là si jamais il n'y a pas une injonction publique de la justice qui l'interdisant? Voici un peu ça. Mais moi, je pense... Pour terminer, les différences pourraient être un peu, je ne sais pas si ça pourrait être un peu ivoirien. Les frères et sœurs de M. Laurent Gbagbo. Il y a Koudou Jeannette, il y a Koudou Simon, il y a Koudou David. Où est-ce que vous voulez en venir? Non, même son père s'appelle Koudou Paul. Oui. Ça veut dire que le véritable patronyme de M. Laurent Gbagbo que son père porte, c'est Koudou. Donc si c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est retenu que c'est Laurent Gbagbo qui est dans son truc d'état civil et qu'il y a une première épouse qui porte le nom Gbagbo et que ça dérange la nouvelle épouse, elle peut aussi demander peut-être, en plus de Gbagbo, utiliser Koudou aussi. C'est une voie quoi, pour essayer d'aider. C'est parce que le PPACI souhaite en tout cas. Mais c'est pas je veux dire encore une fois, le PPACI ne fait pas partie d'un conflit entre deux conjoints. Ex-conjoint. Très bien. Deux ex-conjoints. Nous allons donc justement, l'affaire est arrivée sur la place publique, donc nous en parlons et on aimerait avoir justement vos réactions. Elle a dit, elle n'a aucun souci, ce n'est pas un problème pour elle. 98 070, on aimerait avoir vos différents points de vue. Le 98 070, n'hésitez pas à nous joindre au téléphone. Daouda, l'affaire fait débat. Votre réaction? Moi, je pense qu'il faut pouvoir situer les choses dans leur contexte. Parce que, après l'interview de Mme Simone et Yves Gbagbo avec nos confrères de France 24, il y a eu un communiqué du PPACI qui s'adressait à France 24. Mais pour qui lit la presse, dernièrement, chez nos confrères de Soir Info, je pense qu'il y a un article qui faisait état de ce que la femme légitime actuelle de M. Laurent Gbagbo, Mme Nadiana Bamba, Nadiani ou Nadiana Bamba, c'est Nadiani? Ah, okay. Nadi Bamba. Nadi Bamba voudrait rester en justice pour récupérer le nom. Je me dis que Nadi Bamba, Gbagbo. Voilà, Gbagbo. Je veux dire, l'un mis dans l'autre, est-ce que ce n'est pas ce qui, en l'état actuel, pousse Simone Gbagbo aussi à faire une sortie dans la presse,
en accordant une interview à notre confrère, votre regard, à Jean, comment il s'appelle Jean-Étienne. Jean-Étienne, parce que l'interview dure 52 minutes quand même. Ouais. Où et au-delà même de cette affaire de patronyme, mais elle raconte des anecdotes mais assez profondes, où elle te dit que quand ils sont arrivés au Golf Hotel, c'est dans la même chambre, lorsqu'on venait prendre Gbagbo, c'était comme si on arrachait un enfant à sa mère, ouais. tout et tout. Le journaliste revient sur le fait qu'aujourd'hui, Gbagbo soit avec une autre femme. Il dit, depuis la haie, je savais que j'avais déjà perdu Laurent. Oui, mais quand la façon dont, avec laquelle elle le dit... Ça touche selon vous? Non, ça touche profondément. Et c'est un message clair qu'elle envoie à Nadi Bamba, la femme actuelle de Laurent Gbagbo, mais au PPACI, parce que ce nom, quel que soit ce que vous voulez, vous n'allez pas pouvoir lui arracher. Et malheureusement, comme Élysée, j'ai honte. Pourquoi vous avez honte, Daouda? J'ai mal. Pourquoi? Parce que je veux dire, la politique ivoirienne, mais ça fait de la peine. Pourquoi? Pourquoi cela fait de la peine? Nous sommes à 1 an d'une élection, Christelle. Ça, c'est le vrai débat, selon vous? Pour moi, les questions des patronymes, ce n'est pas un débat pour moi. Et je veux dire que l'opposition ivoirienne doit pouvoir sortir de ça. Parce que les Ivoiriens veulent se loger, les Ivoiriens veulent se nourrir, les Ivoiriens veulent aller à l'école. Les Ivoiriens, on parle des questions de vie. D'accord. On a un appelant, désolé, ils ont la priorité sur ce plateau. Nous partons à Divo avec M. Zori. M. Zori, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre regard sur la question. Bonsoir. Au fait, pour ma part, ce patronyme-là, en fait, nous, ça ne nous gêne pas. Hein. On a connu la dame sur ce nom-là. Donc, je pense bien que, au fait, moi, je ne suis pas militant du PPACI, je ne suis pas militant de RDC. C'est ça. Mais, au fait, la dame, nous, c'est ce patronyme, on l'a connu. Donc, on va l'appeler Mme Simone Gbagbo. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes s'en plaignent. Voilà, là, je ne comprends pas. Là, il n'y a pas de polémique en cela. Donc, ce nom-là, nous, on va l'appeler Mme Simone Gbagbo. Si ça ne les enchante pas, ça c'est les problèmes. Nous, on va les appeler. Tout doucement, messieurs. Très bien. Merci beaucoup. Merci. On reste courtois. Merci. Restons courtois quand même au téléphone. Merci beaucoup. Ah, merci pour une bonne émission. Non, merci à vous. Merci. Daouda, vous terminez. Je termine rapidement. Je pense que c'est un peu comme la réaction de... Le téléspectateur m'a enlevé les mots de la bouche. Parce qu'à ce rythme-là, même moi, quand souvent je parle, souvent je dis Simone et Yves. Souvent je me trompe, je dis Simone et Yves Gbagbo. Donc ils vont envoyer des communiqués à toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'on appelle Simone Yves Gbagbo Martine Aubry, ancienne ministre de la Culture. En France. Mais ce n'est pas son nom en France. C'est le nom de son ex-mari. Karambeu, son ex-femme porte son nom. Christian Karambeu. Oui. Combien de personnes encore? Même l'autre qui est décédée, comment ça, l'ancienne femme de Mandela, Winnie Mandela. Elle a porté le nom Mandela. Le ciel n'est pas tombé sur la tête des gens pour nous faire des noms. On a 1 an d'une élection, c'est comme si les gens n'ont pas pris conscience. Et avec ça, à un moment donné, ils veulent que les Ivoiriens suivent ça. Non, on ne peut pas suivre ça. Posez les sujets concrets, clairs et nets. C'est de ça qu'on a besoin. Le nom Gbagbo, ça ne paye pas la facture de quelqu'un. Le nom Gbagbo, ça n'envoie pas quelqu'un à l'école. Le nom de Gbagbo, ça ne crée pas... Non, c'est doucement. Mais véritablement, je veux n'allons pas là-bas. Mais je veux que recentrons le débat. On est à 1 an. L'élection a de gros challenges. Là, le challenge, c'est le recensement sur la liste électorale. Là, le challenge, c'est que les gens ont des besoins primaires réels. Très bien. Je comprends. Alors, Marius Komoé, le PPACI devrait-il taire ce discours-là? Alors, moi, Vous posez les vraies questions. En même temps, il pose les vraies questions. Mais bien sûr, très tout bien. à fait. Alors, écoutez, selon vous? C'est une question certainement cruciale pour le concerner, mais pour l'ensemble des Ivoiriens. Et croyez-moi, quand vous avez fait près de 10 ans dans une prison extérieure, et durant cette période, vos partisans, vos militants se sont mobilisés pendant près de 10 ans à vous attendre. Des Ivoiriens qui ne sont pas forcément ni militants ni partisans de M. Gbagbo, des mais qui sont Africains, mobilisés. La communauté internationale. Pourquoi vous rappelez tout ça, Marius? Mais parce que tout simplement, ce n'est pas ce que les uns et les autres attendaient d'un grand homme d'une telle envergure. Attendent d'un grand homme d'une telle envergure. Quand vous avez vu des Africains, des Ivoiriens se mobiliser devant la prison de Scheveningen en Hollande pour réclamer sa libération, quand on revient dans son pays, on ne doit pas nous servir de tels scénarios. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire attend que l'opposition participe aux côtés du pouvoir
à une nouvelle, j'allais dire, à un nouveau virage du développement du pays. Est-ce qu'ils ne le font pas? Mais tenez-vous bien, une opposition, Oui. ça peut faire des propositions par rapport à ce qui est fait par le régime au pouvoir, en vue de l'accession au pouvoir d'État. Mais lorsque on nous ramène à des débats d'une telle envergure, mais on se demande bien dans ce pays, est-ce que nos hommes politiques se soucient un tant soit peu des réalités qui sont celles des Ivoiriens? Aujourd'hui, on a un régime qui dirige et qui fait sa part des responsabilités dans le développement de la Côte d'Ivoire. Que nous propose l'opposition très concrètement? Pourquoi nous devrons, par exemple, tourner le dos au régime actuel pour choisir, eux, leur parti politique en vue de présider aux destinées du pays? Voilà les questions essentielles. Alors, c'est des palabres de non. La dame dit, je porte le non. Lui, il va dire, mais attends. Bref, je ne vais pas plus loin. Très bien. Nous avons un appelant. Rappelez-moi votre nom, je vous prie. Oui, Madame Koulibaly Justine. Madame Koulibaly Justine, merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle d'Abidjan, de Plateau. De Plateau. Allez-y, nous vous écoutons, Madame Koulibaly. Je trouve que c'est humiliant et c'est honteux. Je suis d'accord avec ce que Daouda vient de dire. C'est humiliant. C'est une injure pour toutes les femmes. Comment aujourd'hui on peut demander à Simone Babo de se faire appeler, de supprimer le nom Babou? Est-ce que les gens ont réfléchi? PPACI est de quand? PPACI vient de naître. Mais Mme Babo existait. C'était mon point de vue. Je trouve que c'est une injure pour toutes les femmes en Côte d'Ivoire. Et ça, on ne voit ça qu'ici. Sinon, il y a des femmes qui ont été divorcées depuis 20 ans et qui portent toujours le nom. Alors, ou bien c'est une affaire politique, mais que PPACI s'occupe des problèmes de PPACI. Et non pas des problèmes de famille, d'intimité. C'est manquer de respect à cette bonne dame. Elle a trop souffert et je pense que ce parti ne sait pas où se diriger. Qu'ils aillent se faire foutre. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre point. Herman, réaction? Non, moi je pense que c'est vrai, on s'étonne tous que ce débat-là, que certains appellent le débat d'envergure, le conflit de patronyme, Gbagbo, qui s'invite dans le jeu politique. Mais en même temps... Il s'invite dans le jeu politique, oui, il s'invite dans le jeu politique, mais en même temps dire que les responsables du PPACI ou bien de l'opposition n'ont rien à proposer sur les questions personnelles. Je dis non. Chaque fois, je pense que sur les questions tous les partis politiques d'ailleurs l'opposition réagit. Essaient d'apporter enfin leur travail à faire au niveau du contre-pouvoir, du pouvoir en place. Les partis de l'opposition le font. C'est vrai que c'est très très gênant que ces éléments-là viennent, je veux dire, ternir un peu toute l'action politique ou même tous les engagements politiques ou même toutes les opérations politiques. Cette affaire devrait rester ainsi, ça, sans c'est une aller affaire privée. Pour moi, personnellement, elle a répondu simplement à une question qui revient. Mais c'est une affaire entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. S'il n'est pas d'accord que son ancienne épouse, encore une fois, ne porte son nom, il va voir les canaux nécessaires qu'il faut. On ne va pas encore assister à un épisode judiciaire, Herman. Non, mais ça c'est vraiment eux qui choisissent. Il y a des gens qui se marient et qui se divorcent, après qui se remarient et qui divorcent encore 10 ans après ou 15 ans après qui viennent se remarier. C'est leur affaire. Daouda, permettez, on va écouter Élisée qui est resté très très calme et qui tout à l'heure a pris soin de sourire. Élisée, pour vous, c'est un débat qu'il faut... Enfin, il faut taire le débat et passer aux vraies choses parce que l'élection, c'est bientôt. Tu sais, Christelle, parfois quand on parle sur ce plateau, on donne nos points de vue et je suis d'avis avec les téléspectateurs qui souvent disent qu'on parle de nos ressentiments et tout ça. Très bien. Je salue l'initiative. Ah, il y a un appelant. On va prendre un appelant qui est à Nyama, M. Xavier Fidèle. Bonsoir, merci d'être avec nous. Nous vous écoutons. Merci ma soeur Christelle. Bonsoir à toute la team, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Sincèrement, je suis offusqué de voir ce débat sur la place publique. Je suis touché, je suis meurtri. Je n'arrive pas à supporter. Pourquoi notre opposition peut nous servir des sujets aussi basiques, déshonorants? Une maman depuis des décennies qui a combattu sur tous les fronts politiques avec ce nom-là.
on le dénie aujourd'hui. Pourquoi? Et puis, en quoi cela est important pour nous, les Ivoiriens? La dame, elle est notre maman, notre mémé, notre soeur. Papa Gbagbo aussi pareil. Mais qui nous mettent à l'abri de ces gens de bruit. Les deux problèmes de famille, des régions, et j'en passe. Mais ça peut se régler sur le bas dans le village, entre les deux familles. Ça peut se faire. Mais où est passée notre Afrique de nos ancêtres? Où est passée l'Afrique de nos ancêtres? L'Afrique où on faisait la promotion de valeurs, de crainte de Dieu, de respect. Très bien. De dignité. Où est passée cette Afrique-là? Seigneur, que Dieu nous assiste. Merci beaucoup, Pour en monsieur. revenir sur le sujet, permettez que c'est important. Oui, allez-y. Papa Gbagbo, c'est un appel. Toi et tes collaborateurs, pardonnez, laissez la dame vivre sa vie. Tu dis que tu n'en veux plus. Elle n'a pas dit non. Elle comprend. Mais le non, laissez-le lui et puis que la vie continue. Et de grâce, servez-nous des sujets contradictoires quant à la gestion du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Donnez vos points de vue, participez de manière idoine, professionnelle et responsable à tout ce qui est gestion du pouvoir. Très bien. C'est comme ça qu'on voit sur d'autres cieux. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Il a donné donc son point. Messieurs, il nous reste quelques minutes. Il faut dire que ce sujet est arrivé, à voir l'avis donc de quelques personnes, quelques Ivoiriens qui allaient donc s'exprimer. L'affaire, comme on l'a dit, a été portée sur la place publique. On a parlé du communiqué. Ensuite, Daouda l'a mentionné, l'article qui a été fait dans Soir Info, l'interview donnée à Joël Etienne. On termine avec vous, Élisée et Daouda. Élisée, vous terminez. Oui, moi je disais que dire de plus quand on a entendu tout ce que les téléspectateurs ont dit. Et ces téléspectateurs, pour moi, sont le reflet de ce que les Ivoiriens pensent et de ce que les Ivoiriens attendent. Et ça, je veux que les politiciens l'écoutent. C'est pourquoi je salue l'initiative, en tout cas, d'avoir ouvert le téléphone sur ce sujet, pour que nos hommes politiques comprennent aujourd'hui quelles sont les attentes réelles des populations, qu'est-ce que les populations veulent. En tout cas, moi, après tout ce que j'ai entendu ici, je n'ai pas d'autres commentaires à faire, si ce n'est que de dire merci aux Ivoiriens, parce que contrairement à ce que d'autres veulent nous faire croire, les Ivoiriens aujourd'hui ont une idée claire et nette de ce qu'ils veulent, de là où ils veulent aller. Daouda, on termine avec vous. Non, très rapidement, je sais qu'il y a certains qui se plaignent pourquoi est-ce que souvent de fois on parle de ça. Mais en vérité, quand on regarde, pour emprunter le mot envergure à... On va laisser le mot. Oui, allons-y. c'est vrai. Mais quand tu regardes la statue de Simone Gbagbo et de Laurent Gbagbo, mais c'est un ancien président et une ancienne première dame. Herman le disait, vous ne pouvez pas prendre des affaires privées, venir l'exposer sur la place publique. Dès l'instant que vous l'envoyez sur la place publique, forcément, ça devient un débat public. Donc, je pense que le conseil de M. Laurent Gbagbo aurait pu rester en justice, en sourdine, pour que le conseil de Mme Simone Gbagbo, ils se rejoignent là-bas, ils parlent entre eux, l'affaire se tasse, personne n'entendra rien. Mais tant que ce n'est pas médias interposés qui vont se parler, Daouda, nous on répondra. À tout à l'heure. Nous recevons la directrice du Centre national d'oncologie médicale et radiothérapie, Alassane Ouattara, le professeur Didi Kouko, qui vient maintenant sur ce plateau à l'effet d'éclairer nos lanternes sur toutes les avancées qu'a la Côte d'Ivoire et surtout comment est-ce que ce centre est géré, le nombre de patientes, les chiffres en Côte d'Ivoire. Sont-ils toujours alarmants? Y a-t-il des avancées? Elle est là, elle s'assoit, elle s'installe. Bonsoir, professeur, heureuse de vous retrouver. Très bien. Alors, présentez-nous premièrement le centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, en abrégé CNRAO, est un hôpital public destiné uniquement au traitement des personnes touchées par le cancer. Public, hein? Oui, c'est un hôpital public et qui est, comme je disais, destiné uniquement à s'occuper des personnes touchées par le cancer et leurs proches. C'est un hôpital qui a été inauguré par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, le 18 décembre 2017 et qui a ouvert ses portes à la population le 25 janvier 2018. Très bien. Alors, la particularité également de cet hôpital, c'est que le traitement et la gestion des patients est différente. Quelques points. Oui, effectivement.
sur instruction de l'État à travers le ministère de la Santé, cet hôpital fonctionne autour de 5 piliers. Le premier pilier, c'est les plateaux techniques qui sont des plateaux techniques avancés de nouvelle génération. Très bien. Le deuxième pilier, c'est qu'on travaille beaucoup sur la prévention et le dépistage. Parce qu'il y a certains cancers qui peuvent être évités, donc on travaille sur la prévention. Dans le cancer du sein? Non, dans le cancer du col de l'utérus. Du col de l'utérus, très bien. Maintenant, le cancer du sein, on peut réduire les risques. On n'a pas, pas d'éléments pour l'éviter, mais il a été démontré que quand il est découvert tôt par un dépistage, on peut en guérir. Et l'ablation du sein n'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé, quand on opère, d'enlever tout le sein. Donc, le deuxième axe, c'est la prévention et le dépistage. Avant, on faisait des campagnes de sensibilisation. Depuis le 16 février 2024, en plus de nos activités de soins, on a ouvert un service de prévention et de dépistage pour dire aux gens, il ne faut pas seulement attendre octobre ou novembre pour la prostate, mais il faut se dépister tous les jours. Le troisième axe, c'est la concertation pluridisciplinaire. Aujourd'hui, scientifiquement, il est recommandé que personne ne traite un cancer seul dans son bureau, même s'il sait ce qu'on doit faire. C'est clair. Il faut se concerter et c'est ce qu'on fait. Et je voudrais à cette occasion saluer tous les spécialistes des autres hôpitaux qui viennent aux côtés des spécialistes du CNRAO pour ces concertations pluridisciplinaires. Le quatrième axe, ce sont les soins d'accompagnement. On sait que le cancer est une maladie difficile. C'est vrai qu'on peut en guérir. Il y a des gens qui ne croient pas. Il faut déjà les accompagner. Il faut être patient. Il y a sur l'aspect psychologique? Oui, on fait du soutien psychologique, des groupes de parole qui sont des espaces d'échange entre personnes qui vivent la même situation, soit les patients, soit les groupes de parole des proches. On fait également des consultations individuelles de psychologie, on fait de la nutrition, du sport, parce qu'il a été démontré que faire régulièrement du sport, ça aide à réduire les effets secondaires de la chimiothérapie, mais également ça aide à réduire les risques de rechute après traitement. On a une cabine d'esthétique entièrement équipée pour aider les personnes à gérer les effets secondaires. Le message, c'est le cancer peut se guérir, on est conscient que le chemin est difficile, on souhaite faire notre part à vos côtés si vous le souhaitez. Et le cinquième pilier, c'est vraiment les actions sociales que l'État a mises en place. Dans cet hôpital, aucun traitement n'est retardé pour des raisons financières. Très bien. On soigne d'abord les gens. Avant de parler argent. Et ceux qui ne peuvent pas ont la possibilité de payer plus tard et même de payer par fractionnement. Et c'est eux qui proposent leur rythme de paiement. Voilà les instructions que l'État de Côte d'Ivoire a données depuis l'ouverture de cet hôpital. Et vous allez vous rendre compte que si on a l'occasion de parler des chiffres, toutes les améliorations qu'on a constatées dans cet hôpital, il y a des façons au niveau médical, scientifique, de calculer la différence entre des groupes. Et il n'y a aucune différence au niveau statistique entre les personnes qui n'ont pas d'argent, celles qui en ont un peu et celles qui en ont beaucoup. Tout le monde a les mêmes chances de survie. Exactement. Herman, question? Justement, vous parliez de chiffres. En 7 ans d'existence, quels sont les chiffres, quelles sont les statistiques justement qui proviennent de vos centres? Et puis, autre chose, j'ai été très intéressé, c'est vrai, par le paiement après. La dimension sociale. Mais il y a la concertation. C'est-à-dire que l'adressage de la maladie par collège de chercheurs, d'où est-ce que vous avez puisé cette expérience-là? Très bien. D'accord. Je vous remercie. En ce qui concerne les chiffres, nous avons reçu, au 31 décembre 2023, nous avions déjà reçu plus de 10 000 personnes dans cet hôpital. Des personnes aussi bien de Côte d'Ivoire que des personnes de pays frères. Qui venaient se faire traiter ou dépister? Non, qui venaient se faire traiter. Traiter, très bien. Et donc plus de 10 000 personnes, tout cancer confondu. Et concernant les statistiques, comme on parle d'Octobre Rose, vous savez déjà en cancérologie, on ne parle pas de guérison avant 10 ans de surveillance. La science dit qu'on ne prononce le terme guérison qu'après 10 ans de surveillance sans rechute. Quand on utilise le terme guérison avant cette période, c'est pas parce très qu'on peut rechuter. On peut rechuter. On ne rechute pas systématiquement. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut en guérir. Avant, on ne pouvait pas en guérir. Maintenant, on peut en guérir parce qu'il y a des personnes qui ne rechutent pas. Très bien. Mais quand on utilise le terme guérison avant ce délai, ce n'est pas très approprié. Aujourd'hui, avec l'évolution de la cancérologie, certains pays prononcent la guérison après 5 ans sans rechute. Mais nous, on a choisi de jouer la carte de la prudence et de rester sur 10 ans. Mais ce qui se passe, c'est qu'en médecine,
quand vous n'êtes pas encore dans la période où vous pouvez parler de guérison, il y a un terme qu'on utilise qui est la survie à 5 ans. C'est-à-dire, quand 100 personnes sont diagnostiquées au cours d'une année, au bout de 5 ans, on a réussi à en sauver combien? C'est ce chiffre-là qui permet de voir si ce qu'on a mis en place a un impact positif. C'est ça. À mi-chemin, à 3 ans, on avait déjà fait ce travail au niveau des patients suivis au Centre pour un cancer du sein. Et on avait constaté, par la grâce de Dieu, que sur le plan scientifique, on avait réussi à réduire le risque de décès par cancer du sein de 25% en Côte d'Ivoire. C'était en 2022. 2022, oui. Sans différence entre les niveaux de revenus mensuels. Et au bout de 5 ans de fonctionnement, c'est-à-dire on a fait un travail en 2024, mais comptant pour... dont la limite était au 31 décembre 2023, ça faisait 5 ans. Et on s'est rendu compte qu'on a pu, par la grâce de Dieu, cet hôpital, en fait, voulu par l'État de Côte d'Ivoire, a pu sauver sur 100 femmes 63. Oh. Les derniers chiffres... Et les autres? Les autres, on les a malheureusement perdus. Les chiffres de 2017 en Côte d'Ivoire, juste avant la création de l'hôpital, faisaient état de 30 femmes qu'on pouvait sauver sur 100. Maintenant, il y en a 63, ça a été doublé. Mais vous allez comprendre ce que je dis. Vous allez comprendre, en fait, je sais que vous connaissez déjà l'importance du dépistage, mais on a des chiffres chez nous, dans le public, qui confirment et qui permettent d'interpeller la population sur l'intérêt de se faire dépister. Lorsque on a pris dans le sous-groupe des malades traités, sur les 10 000 personnes, on a reçu 1534 personnes qui avaient un cancer du sein. Donc, quand on a pris celles qui sont venues tôt, après un dépistage, on est passé de 63 à 85 personnes qui ont été sauvées. Super. En Occident, ils sont entre 89 et 100 personnes. Nous sommes à 85. Mais si on progresse bien quand même. Le dépistage, en fait, ils viennent juste après le dépistage. Oui, voilà. Okay. Voilà. Alors, le dépistage, c'est venir à l'hôpital alors qu'on est en bonne santé. Donc, ça veut dire que quand on détecte quelque chose alors que la personne ne sent rien, c'est tellement petit qu'on peut en guérir. Et là, sur 100 personnes, on a pu en sauver par la grâce de Dieu 85. C'est magnifique. Donc, vous voyez que ça montre qu'il y a encore beaucoup de personnes qui viennent tard. Et c'est pour ça que les autorités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ont pris les devants depuis plusieurs années, mais ils continuent d'insister pour dire « venez vous faire dépister » et ils mettent les dispositions en place pour que les personnes puissent se faire dépister. Si on ne peut pas... Personne ne souhaite avoir un cancer, personne ne souhaite qu'un de ses proches ait un cancer. Mais si ça survient, qu'on détecte tôt, on peut en guérir et les chiffres de Côte d'Ivoire sont là. L'adressage collégial. Et on va terminer rapidement sur la question professionnalisée. Oui, en fait, c'est une règle scientifique en cancérologie internationale. Quand on a le diagnostic d'un cancer chez quelqu'un, on s'assoit autour d'une table, le chirurgien cancérologue, le cancérologue médical, c'est-à-dire celui qui fait la chimiothérapie, le cancérologue radiothérapeute, le radiologue et celui qui a analysé la thèse. C'est une norme, en fait. C'est une norme. Très bien. C'est une norme et on a décidé de la mettre en œuvre. Et ce n'est pas, comme je disais, ce n'est pas que le CNRAO. C'est tous les spécialistes de Côte d'Ivoire qui se réunissent au CNRAO. Et je voudrais encore les remercier. Très bien. Élisée, question? Merci. OK. Moi, j'ai malheureusement des proches qu'on a perdus du fait du cancer du sein. Donc, quand je parle, ça me remonte un peu l'émotion. Certains qu'on a perdus parce que le centre n'existait pas, mais j'en ai perdu certains après même l'existence du centre. Je voudrais juste savoir aujourd'hui comment se fait le parcours de prise en charge du malade. Parce qu'il est arrivé des moments, surtout la dernière qu'on a perdue, où je lui avais conseillé le CNRAO, mais elle a dit que quand elle arrivait, c'était un peu difficile parce qu'il y avait tellement de monde, elle n'a pas pu être prise en charge comme je devais. Finalement, on s'est retrouvé dans une clinique privée qui n'a pas pu malheureusement faire face à la maladie, elle est décédée. Donc je voudrais peut-être que vous puissiez nous dire comment se fait la prise en charge pour que effectivement les uns et les autres puissent vis-à-vis de la demande qui est quand même assez forte. Pour qu'on puisse aussi sauver certaines qui le peuvent encore. D'accord. Je vous remercie. Toutes mes condoléances pour les situations difficiles que vous avez traversées. En fait, le parcours de soins au CNRAO, pour faciliter la tâche aux personnes qui viennent, aujourd'hui, des personnes qui viennent pour la première fois au CNRAO, c'est sans rendez-vous. Sans rendez-vous. C'est tous les jours ouvrables, sans rendez-vous. Aujourd'hui, le CNRAO, quand je dis aujourd'hui, depuis cette année 2024, c'est vrai que dans des endroits, et puis même ça a été aussi le cas au CNRAO, toutes les consultations peuvent se faire sur rendez-vous ou sans rendez-vous. Mais au fur et à mesure de l'amélioration de nos pratiques, on a décidé que toutes les personnes qui viennent pour la première fois viennent sans rendez-vous.
Donc, il y a 2 médecins qui sont dédiés à les recevoir. Et c'est suffisant, 2 médecins? Oui, parce que par jour, en fait, on ne reçoit pas forcément beaucoup de nouvelles personnes par jour. Donc, quand ces médecins les reçoivent et que ces personnes doivent faire des examens, lorsqu'elles finissent de faire les examens, en ce moment, elles vont voir un autre groupe de médecins, mais là, l'organisation est faite en interne pour prendre la décision du traitement. Quand on prend la décision du traitement, on fait une programmation. Et cette programmation, effectivement, elle se fait en fonction du nombre de patients, en fonction de la demande et en fonction des personnes qui attendaient avant. Aujourd'hui, le CNRAO est un hôpital de jour. Il est censé fermer à 18h30, mais il ferme à 22h pour pouvoir recevoir tout le monde. Très bien. Normalement, un hôpital de jour n'ouvre pas les week-ends, mais sur instruction sur instruction du ministère de la Santé, pour pouvoir recevoir tout le monde et raccourcir les délais de rendez-vous, on ouvre les samedis matins pour faire des cures de chimiothérapie. Oui. Et ça dit que le ministère de la Santé est véritablement impliqué? Oui. En fait, vous n'avez pas encore la parole, Marius. Non, c'est la mission du ministère de la Santé qui nous a été déléguée. Et donc, tout ce que nous faisons, nous le faisons sous le leadership de M. le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il a pris en compte la dimension sociale, en fait, pour pouvoir tenir jusqu'à 22h. Votre question étant posée, Marius? Oui, non, je ne l'ai pas encore posée, j'ai juste voulu répondre. Ok, allez-y, ensuite Daouda, s'il vous plaît. Donc, moi, je m'appesantirai sur le côté social. Hein. Je suppose que tout cela a un coût, et pour l'État, dans le cadre du fonctionnement de votre institution. Dites-nous qu'un tant soit peu, le coût que cela représente dans le traitement des cas sociaux que vous exposez. Pardon, je n'ai pas bien compris votre question. Combien cela coûte, c'est cela? La prise en charge d'un patient qui est en fait un indigent, qui arrive, qui n'a véritablement pas de moyens. Bon, comment vous prenez l'individu en charge de sorte à sensibiliser nos parents à aller vers votre institution? D'accord, je vous remercie. Déjà, comme je vous disais, toutes les personnes qui viennent au CNRAO n'ont pas obligation de payer avant de se faire traiter. Très bien. Elles peuvent se faire traiter. Comme tout hôpital public, il y a un coût. Les coûts sont adaptés au fait qu'on soit dans le public. Mais au CNRAO, souvent, on a des personnes qui nous appellent, qui nous disent « Ah, on leur a dit que s'ils n'ont pas payé tel montant, on ne peut pas commencer à les traiter. » On leur dit « Ce n'est pas au CNRAO. » Absolument. Et après, on découvre que c'est peut-être des personnes qui ont voulu demander de l'argent à la famille et tout ça. Mais comme on est un hôpital où on ne retarde, s'il y a quelqu'un qui est au stade de faire son traitement qui n'a pas encore été appelé, c'est parce que la date de son rendez-vous n'est pas arrivée. Sinon, tout le monde est traité. Tout le monde est sensibilisé au CNRAO depuis l'ouverture en 2018. Et personne ne peut dire qu'on lui a exigé de payer avant d'être traité. Cependant, nous avons mis en place un comité de recouvrement. Parce que même, Absolument. Et donc, pour ça, on a des procédures. Donc, quand quelqu'un souhaite un paiement différé, il passe voir l'assistante sociale et il va au service de recouvrement et il remplit une fiche. Et on lui demande à chaque traitement de passer pour avoir un sticker. Pourquoi? Quand nous faisons une proforma, par exemple, qu'on dit 6 séances de chimiothérapie, on peut programmer une séance et la personne vient aujourd'hui, elle est fatiguée, elle ne peut pas faire sa séance. On ne peut pas se permettre de facturer. Non. Donc, le sticker, c'est pour dire que la personne a effectivement reçu son traitement. Absolument. Donc, on demande aux gens, quand ils arrivent, leur reçu. La question de traçabilité. Voilà. Quand ils n'ont pas de reçu, on leur demande d'aller faire ce circuit. Mais ce n'est pas parce qu'on demande un reçu qu'on exige avant que la personne ne soit payée. C'est juste une question de traçabilité. Merci. Ça vous rassure, ça, Marius? Très clairement. Et donc, nous invitons nos parents à aller au CNRAO. Très bien. Daouda, question? Madame, j'ai 2 petites questions et un plaidoyer. Allons-y pour les 2. OK. La première question, d'abord, au niveau de votre centre, quels sont en fait les défis auxquels votre centre est confronté? Ça, c'est la première petite question. La deuxième question, c'est comment est-ce que vous menez la sensibilisation et l'éducation des femmes sur l'importance du dépistage précoce qui est mené? Et puis la troisième petite question, pour les fonctionnaires, parce que je reçois des SMS, les fonctionnaires se demandent finalement, est-ce qu'avec les bons Ivoire Santé Plus, MIGEFSI, est-ce que les médicaments passent sur ces bons-là? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'au niveau du centre d'oncologie, on pourrait avoir un plaidoyer pour que ça puisse passer? Et puis, est-ce que les hommes
peuvent avoir C'est la le troisième cancer du sein. question. La Oui, quatrième. vous m'enlevez les mots de la bouche, c'était ma question, justement. D'accord. Peut-être on commence la quatrième. Je commence par la quatrième. Oui. Oui, les hommes peuvent avoir un cancer du sein. C'est très rare, mais ça existe. Sur 100 personnes qui ont un cancer du sein, il peut y avoir un homme. Et on les retrouve en Côte d'Ivoire également? Oui, oui. Nous, on a traité des hommes au CNRAO. J'ai vu que vous avez traité 3 hommes. Voilà, en 2022. Mais là, maintenant, on en a traité plus. C'est les mêmes causes? Oui, c'est les mêmes causes. Mais les hommes ne font pas de dépistage parce que le principe du dépistage, c'est de chercher quelque chose qui est caché. Et comme la poitrine des hommes est déjà plate, il n'y a pas besoin de faire un dépistage. Mais on recommande aux hommes que quand il y a une anomalie, il faut qu'ils consultent. Ce n'est pas forcément un cancer. Mais comme il peut y avoir un cancer, il faut qu'ils viennent consulter. Mais de la même manière qu'on l'a dit pour les femmes, le cancer du sein chez l'homme aussi peut se guérir. Mais on ne peut pas dire que l'ablation n'est pas obligatoire parce que là, on est obligé de ça, c'est un très bon point. Au moins, voilà, les lanternes des uns des autres sont éclairées. C'était la quatrième. On remonte les fonctionnaires. Voilà. La question sur les fonctionnaires, oui. La MUGEFSI, parce que comment c'est que les médicaments coûtent cher? Oui. D'accord. Elle va répondre. En fait, il y a un travail qui est fait par tous les responsables de la chaîne pharmaceutique. Et il y a des médicaments contre le cancer qui sont remboursés par la MUGEFSI. Aujourd'hui, la MUGEFSI a établi également il y a la possibilité pour les personnes qui sont traitées au CNRAO d'avoir des bons MUGEFSI qui prennent en compte les médicaments que au niveau national, la MUGEFSI rembourse sur le plan des anticancéreux. Dans toutes les spécialités, il y a des médicaments qui sont remboursés par la MUGEFSI, en cancérologie également. Et oui, quand les personnes sont traitées au CNRAO ou dans d'autres hôpitaux publics, ces médicaments-là sont pris en charge. Après, les plaidoyers se poursuivent pour que beaucoup plus de médicaments soient pris en charge. Et la MUGEFSI ayant toujours été à l'écoute en fait, de ses adhérents, les choses se font dans les normes. Mais sinon, je peux vous dire que oui, au CNRAO aussi, quand des patients ont la carte de la MUGEFSI, c'est pris en compte. On va plus loin, vu les coûts des médicaments, la MUGEFSI, pour les fonctionnaires, des fois, accorde encore quelque chose en plus pour les aider, pour la radiothérapie et tout ça. Ils accordent sur la base d'autres fonds, ils soutiennent vraiment les personnes, leurs adhérents qui font au-delà du tiers. Donc c'est possible pour le fonctionnaire de pouvoir se soigner. Les deux questions sont restées sans réponse. Daouda, vas-y donc. Oui, allons-y, on va rappeler rapidement parce qu'on est à la fin. Les défis auxquels vous êtes que le centre est confronté. Et comment est-ce que vous menez la sensibilisation et l'éducation des femmes pour le dépistage précoce aujourd'hui en fait? Le principal défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est le défi de l'extension. Mais nous voulons, je voulais saisir cette occasion pour remercier Monsieur le ministre de la Santé et toutes nos autorités parce que ce défi a été pris en compte. Le CNRAO est un hôpital de jour et son extension était déjà prévue, mais l'avènement de la Covid a bien entendu, on le comprend bien, ralenti le projet. Mais ce projet d'extension est en cours et il est porté vraiment par Monsieur le ministre de la Santé et ça permettra d'avoir des hospitalisations. Et puis voilà, étendre l'hôpital et il y a d'autres projets qui sont prévus dans cette extension. Très bien. La campagne? En fait, nous sensibilisons les personnes. Il faut dire qu'il y a deux choses. Nous sommes un hôpital de traitement. Donc, nous essayons de sensibiliser au cours de nos rencontres, des fois les proches, pour le dépistage, parce que les personnes qui sont soignées ne sont plus au stade du dépistage. Mais on essaie de sensibiliser les proches. Dans le micro, professeur. On essaie de sensibiliser les proches. Mais maintenant, nous sommes conscients d'une chose, étant cancérologue, l'État a mis en place un hôpital public avec tout le plateau technique nécessaire pour pouvoir guérir du cancer. Au niveau du diagnostic, l'État continue de renforcer les plateaux techniques. Vous avez vu que ce matin, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a inauguré, a ouvert les journées portes ouvertes de l'Institut de médecine nucléaire. Tout à fait. Voilà, donc le plateau technique de diagnostic également s'améliore. On est conscient d'une chose, mais on dit que, attention, il y a nécessité de découvrir tôt pour qu'on puisse guérir. Et des fois, qu'on ne soit pas obligé de perdre l'organe. C'est ça. Donc, en tant que cancérologue, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai, nous sommes un hôpital de traitement, mais nous ouvrons
nous souhaitons ouvrir un service de prévention. Et nous avons eu l'accord du ministère de la Santé, l'accord du conseil de gestion de l'hôpital, et ce service de prévention a été ouvert. Si on peut éviter, on évite. Si on découvre tôt, les traitements coûtent moins cher. Ils sont moins mutilants, il y a des possibilités de guérison, moins d'absentéisme au travail, beaucoup plus de joie et de bonheur dans les familles. Très bien. C'est l'objectif visé. Merci, professeur Didi Kouko. C'était si bien expliqué. Merci et bravo à vous pour tous vos efforts. Je rappelle que vous êtes la directrice du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler des avancées, justement, dans la lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et en tout cas, plein succès à vous. Merci beaucoup. Marius Komoué, merci beaucoup. Et Daouda, merci. Élisée, Herman, je vous remercie. On l'applaudit, c'était si bien expliqué. Bravo, professeur. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve demain, mais n'oubliez pas, Fouteuse de troupe, c'est juste après nous. Ensuite, s'en suivra Brazing et Kevin pour le vrai match. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir à tous et que Dieu nous garde.